Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 novembre 2023 et c'est un jeudi et la journée est belle pour être l'automne. On commence déjà à avancer tellement dans l'automne qu'on s'approche vraiment de l'hiver. Et le symbole un peu du début, finalement, de la saison des fêtes, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, aux États-Unis, on aura jeudi, c'est congé, c'est l'action de grâce à eux. Et c'est le jour de la dinde, comme on dit dans les films et puis tout ça. Et puis, naturellement, le jeudi, donc, c'est congé. Et le vendredi, la bourse est fermée à moitié, c'est-à-dire rendue à 1 heure, elle ferme. Donc, pratiquement, c'est un gros congé. Beaucoup de gens qui voyagent. Et puis, finalement, on dirait que la semaine prochaine, c'est une journée, je suppose, tranquille, dans le sens que les grands boss ne sont pas là. Dans les institutions financières, ils vont en vacances. Ça, c'est une théorie à moi, là. Mais habituellement, par expérience, je vois que durant la semaine du Thanksgiving Day ou du jour de l'Action de grâce, il n'y a pas grand-chose qui se passe parce que c'est une journée, une semaine finalement basée sur 3 jours. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi c'est congé et vendredi c'est un demi-congé. Donc finalement, ça fait un long fin de semaine pour les Américains. Nous, naturellement, on subit tout ça, comme nous, quand on a nos fêtes. Aussi, la bourse ralentit beaucoup si la bourse est ouverte malgré les fêtes. De quoi on parle aujourd'hui? On parle de quelque chose de vraiment très important. Ah ben, je pense que tout ce qu'on dit, c'est important. Pas parce que nous, on le rend important, mais parce que c'est important que tout le monde le connaisse. Et on va parler aujourd'hui voyez-vous, c'est marqué là, le SOFR. Donc, c'est le taux de financement jour au jour garanti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est né officiellement le mois de juin 2023. Donc, ça fait quelques mois à peine qu'il est là. Et il est créé par la Réserve fédérale américaine. Mais pourquoi on a eu besoin de ça? C'est parce que on s'est aperçu depuis des années que le LIBOR, le London Interbank Offered Rate, qui est marqué ici, voyez-vous le LIBOR ici, c'est le benchmark, si vous voulez, la référence qui était pour le dollar US expatrié des États-Unis. Comme vous savez, il y a plus de dollars US dans le monde expatriés des États-Unis que peut-être il y en a à l'intérieur des États-Unis. Donc, finalement, il y a un marché, finalement, de taux d'intérêt basé sur des emprunts basés sur le dollar US. Et ce taux, c'est le taux du LIBOR. C'était à Londres essentiellement, parce que c'était le centre financier le plus important, à part New York et tout ça. Et ce taux était créé, le LIBOR, était créé par 5 banques. Donc les 5 banques qui représentaient 5 devises, c'est-à-dire le dollar US, le euro, la British Pound, le yen et puis le franc suisse. Et donc, mettons, ces 5 banques, ou 5 banques, mais peut-être pour chaque pays, il y avait plusieurs banques. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est rendu en 2008, on s'est aperçu que le LIBOR était truqué. C'est-à-dire, les traders se mettaient d'accord entre eux pour déterminer un certain taux. Et puis, à l'avantage de la banque, naturellement, et à l'avantage des bonus qu'ils recevaient ces gens-là. Ça a été un grand scandale. Le LIBOR était là depuis des décennies et décennies. D'abord, c'était quoi ce LIBOR? Et pourquoi ça représentait les dollars US? C'est parce que quand s'est installée la guerre froide après 1946, donc il y avait l'Union soviétique et le reste, le monde occidental. Mais l'Union soviétique, naturellement, avait sa monnaie à elle qui était le ruble. Mais le ruble, c'était comme les coupons de Canadian Tire, ça valait rien. Enfin, on ne pouvait pas faire du commerce avec le ruble. Donc, les Russes vendaient des armes sur la planète, et en vendant les armes, ils exigeaient d'être payés en dollars US et pas en rubles. Donc, ces dollars US, finalement, la Russie en avait pas mal. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les déposait dans une banque. Mais quelle banque? Pas dans une banque américaine. Elle les déposait au départ, elle les déposait en Suisse, à Zurich. Et petit à petit, tout ça s'est fini à Londres. Et donc, finalement, Londres est devenu l'endroit dans lequel on fait des emprunts en dollars US. Et c'est devenu le benchmark, la référence pour la planète entière. Donc, le LIBOR est vraiment important. Il était vraiment important. Imaginez qu'une hausse du taux de LIBOR signifiait pratiquement une hausse des produits dérivés, comme les swaps et tout ça. Ça finissait pour coûter tout cher en hypothèque et puis tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de répercussions à partir de ce taux qui était créé à Londres. Donc, finalement, en 2008, le scandale sort. Et ça sort que finalement, les différents courtiers, finalement, dans ces devises, ils se parlaient entre eux
même par email, ils se disaient, toi, augmente ton taux, puis nous, on va augmenter le nôtre, et puis tout ça. Et c'était vraiment un gros scandale. Ça a créé toute une cascade de choses légales contre les traders, et puis tout ça. Mais c'est clair que ça a déterminé que le LIBOR, qui était London Interbank Offered Rate, c'était un taux offert par les banques qui ne se transigeait pas, mais il était offert. Et c'était un taux moyen entre 5 différents types de banques. Et donc, ce taux-là avait perdu toute crédibilité. Donc, la Réserve fédérale américaine a dit, OK, c'est fini avec ce LIBOR, mais il faut qu'on le remplace. Et finalement, en 2023, donc ça n'a pas beaucoup d'années, en 2023, on est arrivé à avoir un taux officiel qui remplace le taux du LIBOR. Donc, Londres, c'est fini du côté du LIBOR. Et c'est fini, enfin, ça crée un grand coup négatif, et finalement, pour les institutions financières qui séjournaient ou qui séjournent encore à Londres. Et ça n'a rien à voir avec le Brexit, mais c'est en coïncidence avec le Brexit, quand l'Angleterre s'est détachée du reste de l'Europe. Finalement, le LIBOR n'existe plus, et à sa place, il y a celui-ci, le taux de financement au jour, finalement garanti. Donc, Secured Overnight Financial Rates, et c'est l'acronyme qui est la SOFR. Donc, il n'y a plus de LIBOR et il y a le SOFR. Comment est-ce qu'il est fait, ce SOFR? Il est basé sur des vraies transactions, et avec un système qui est appelé ici le watermark ou le waterfall. Donc, une méthodologie, c'est-à-dire ils prennent des vraies transactions et de là, finalement, ils déduisent quel est le taux moyen, puis tout ça. Donc, c'est des vraies transactions. Tandis que le LIBOR était basé sur une offre de transactions à venir, sur des taux d'intérêt, donc offerts, c'est ça. Donc, c'est la grosse différence. Donc, on peut le vérifier, c'est-à-dire le SOFR, c'est un taux international mondial qui remplace le LIBOR et il est vérifiable, et il est authentique et il est bon. Et voilà. Donc, naturellement, d'autres ont voulu copier ça. À un certain moment, vous avez le SONIA, par exemple, ici. C'est le même que le SOFR, mais il est en livres sterling. C'est donc basé sur le British Pound et c'est basé essentiellement sur les banques anglaises ou britanniques en général. Ensuite, ils ont créé le EO. Et eux ont créé, qui ont créé? Ben, chacun fait ses intérêts. Donc, la Grande-Bretagne a créé son SONIA, ici, et le EO, ça c'est un E-O-N-I-A, et ça c'est basé sur l'euro. Ça c'est les banques européennes qui se sont arrangées pour faire la même chose en euro. Mais finalement, c'est quoi qui traîne la planète toujours? C'est finalement l'équivalent du LIBOR, c'est-à-dire le SOFR. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une stabilité dans les taux d'intérêt, parce que la planète entière, finalement, a besoin de taux d'intérêt qui soient stables, crédibles, et il se base sur des benchmarks, sur des références. Et donc, la référence c'était autrefois le LIBOR, et c'était le LIBOR à 3 mois. Notez que les produits dérivés, par exemple, à Chicago, on transige des produits qui s'appellent euro-dollar, et sur le euro-dollar, c'est les taux d'intérêt à 3 mois, étaient basés sur le LIBOR. Donc, imaginez, toute la planète entière utilise des contrats à terme pour se protéger, mais sur un taux qui était artificiel et qui n'était pas vrai. Donc, imaginez, les gens ont payé plus cher et puis tout ça. Ça a été un paquet de scandales. Finalement, tout ça, c'est fini. Et c'est juste récent, là, depuis le mois de juin de cette année, qu'on a officiellement le LIBOR est mort et à sa place, c'est le SOFR. Je dois vous dire, LIBOR, c'était bien prononcé. SOFR, je ne sais pas, il n'y a pas un acronyme autre chose que de dire SOFR. Mais à part cet inconvénient, c'est une très belle solution. Qu'est-ce qu'on avait? Juste parce que, notez, le titre est Repo LIBOR. Donc, on a parlé du LIBOR, on a parlé du SOFR, du SONIA et du EONIA. Mais le repo, c'est quoi le repo? Bien, le Repurchase Agreement, ou repo, c'est un taux entre les banques. Vous devez savoir qu'à un certain moment, la banque arrive à 5 heures du soir. Elle a fait tellement de transactions, toutes ses filiales et tout. Et puis, finalement, il y a, comme on dit, il y a il y a des réserves qui sont insuffisantes. Parce que vous savez, une banque doit avoir toujours des réserves. Ces réserves-là doivent être un certain pourcentage de finalement, de tout le capital qui tourne dans la banque. Et ils arrivent à 5 heures, puis ils trouvent que leur réserve à eux, finalement, a été à la baisse. Donc,
la loi exige par l'autorité des marchés financiers, surtout par la Réserve fédérale, oblige la banque à corriger ça. C'est pas permis que la banque dorme la nuit avec des réserves qui sont insuffisantes. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire, la banque? Elle appelle une autre banque et puis elle dit, as-tu des argents en trop? Et l'autre banque dit, oui, 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 t'en as-tu besoin? Donc, c'est un prêt entre banques. Il dit, mettons, la banque A a besoin d'avoir des fonds. La banque B en a de trop. Donc, celle qui en a de trop les prête à la banque A, qui n'en a pas assez. Et en échange, la banque A donne en garantie, mettons, son portefeuille d'obligations fédérales. Ça dure combien, ce prêt-là? Ça dure habituellement une nuit, maximum 48 heures. Le temps que la banque puisse paraître bien par rapport aux exigences de réserve et puis tout ça. Et naturellement, donc, ce qui arrive, c'est que A emprunte de l'argent de B. B lui prête l'argent, mais est garanti sur la qualité de la banque A par le collatéral qui est prêté par la banque A, qui est mis en collatéral de la banque A à la banque B. Et finalement, le lendemain, la banque B, finalement, lui rend ses obligations et en échange, la banque A elle paye le capital, finalement, qu'elle avait engagé, plus les intérêts. Les intérêts, c'est ce qu'on appelle le repo rate. Notez, tout ça, tout ce que vous voyez ici, finalement, le repo, mais surtout le SOFR. Ensuite, vous avez les autres Européens qui sont là. Mais ce sont tous des façons d'emprunter finalement à court terme. Et c'est la base de tous les taux d'intérêt, parce qu'à partir des taux d'intérêt du repo, par exemple, et des taux d'intérêt du SOFR, on construit après les hypothèques, on construit les prêts, enfin tout ça. Donc finalement, c'est vraiment très, très important. C'est dommage qu'on ne fait pas vraiment de publicité ou enfin de beaucoup d'emphase sur ces produits-là, parce que le SOFR, vraiment, c'est vraiment important. Ce qui est important, c'est que, par exemple, moi, j'enseigne à l'université à mes étudiants le SOFR. Et les livres de finances, déjà cette année, montraient donc le SOFR. Mais ce n'est pas encore très populaire. Très populaire encore, c'est le LIBOR, mais le LIBOR est mort et défunt. Et c'est dommage pour la Grande-Bretagne, finalement. Ces banques-là, les 5 banques qui ont fait le truc, là, tout ça, ça joue contre elles, finalement, tout ça, et ça a joué contre tout le monde. Et depuis, c'est la Réserve fédérale qui a pris en main la chose, et tout le monde est beaucoup plus content comme ça. Et puis voilà, ça c'était le thème d'aujourd'hui. Bonne journée.